Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Teresa Robles que j'accueille sur la chaîne. Bon, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer Teresa il y a déjà 2 ans, je crois. On avait déjà fait une conférence ensemble. Je suis content de te retrouver en tête à tête. Donc, Moi aussi. pour ceux qui ne connaissent pas Teresa, Teresa, on va la laisser se présenter, mais elle est psychologue au Mexique. Elle est directrice du centre ericksonien au Mexique, si je raconte pas de bêtises. Et elle est aussi autrice de plusieurs livres le long de sa carrière. On va en reparler aussi des livres. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, Teresa? Je te Oui, laisse la merci. parole. Tu m'as déjà présenté, Marc. D'abord, je suis très Mm. honorée d'être ici avec toi. Je te remercie de m'inviter. Et je suis anthropologue avant de devenir psychologue. J'ai été une master en anthropologie et un doctorat en psychologie. Et je crois que ça, c'est important parce que ça a beaucoup marqué ma manière de travailler. Et j'ai fondé le centre ericksonien. La directrice aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est ma fille parce qu'elle fait tout le boulot administratif et elle s'occupe de beaucoup de choses. Et moi, je D'accord. m'occupe de ce que j'aime grâce à elle. Et ce que j'aime, c'est, moi, je suis directrice académique. Ça veut dire de préparer les professeurs, de faire les programmes, d'enseigner, de faire la recherche, d'écrire, de tout cela. Et ton centre, le centre, il se trouve où au Mexique? Il se trouve à la ville de Mexico, formellement. D'accord. Avant la pandémie, nous avions 10 écoles D'accord. dans des différents endroits du Mexique et une à Colombie. Mais après la pandémie et tous nos programmes, on a un programme de master, un programme de doctorat et des autres programmes de, je ne sais pas si ça s'appelle en français, de post-graduation, et Mhm. sont online. D'accord. Donc, Ouais. on est tous online. Ok. Ouais, maintenant, vous avez basculé en ligne aussi en même temps. Ça a très bien marché. On a même essayé à réactiver les programmes de master présentiel à la ville de Mexico, Oui. mais il paraît que les gens préfèrent faire online. La D'accord. ville de Mexico est énorme. Et alors Mm. peut-être tu fais sans trafic 1 heure pour la traverser. Eh oui. Et alors les gens sont très contents, même à la ville de Mexico, de, de faire online. Ouais, c'est le côté pratique. C'est- Comment tu as découvert l'hypnose? Comment tu es passé de l'anthropologie à l'hypnose? Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose, à la psychologie? Bon, j'étais en train de faire une recherche en anthropologie sur des D'accord. leaders syndicalistes mexicains. Et moi aussi, simplement parce que j'aimais, j'avais participé pendant 2 ou 3 ans dans des groupes d'études de psychanalyse. J'aime beaucoup la psychanalyse du point de vue théorique, pas du point de vue technique, mais du point de vue théorique. C'est une merveille. Et alors, je me suis dit, il faut que j'aille et prendre quelques cours de psychologie parce que ça va être très intéressant pour interviewer ces leaders, avoir une approche aussi de psychologie. Alors, je suis allée à la faculté de psychologie à l'Université nationale pour voir qu'est-ce que je pourrais trouver. Et quand je suis arrivée, il y avait des affiches tous les programmes de programmation, comment devenir spécialiste en psychothérapie des groupes, dans toutes ces choses-là. Et surtout, à ce moment-là, j'ai fait un travail d'anthropologie de bureau parce que j'étais installée à la ville de Mexico, je n'étais pas chez les Indiens ou les communautés agricoles. Alors, ça me manquait beaucoup la relation avec les personnes. Et je vis, et je me suis dit,
je crois que je suis rentrée dans un état de transe parce que je m'ai même imaginé que je pouvais devenir à être en contact une autre fois avec les personnes. Et alors, quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous venez pour faire votre examen pour le doctorat? Et j'ai dit oui. Et alors, il m'a dit, vous savez payer? Non. Vous allez payer là-bas parce que l'examen, vite, parce que l'examen va commencer. Et je suis allée payer. Et j'ai fait l'examen. Et j'ai réussi. Parce que je savais beaucoup. C'était surtout sur la théorie psychanalytique et sur la méthodologie de recherche. Toutes ces choses, je savais très bien. Et alors, et je suis allée dire, excusez à mon travail, excusez-moi, je vais entraîner quelqu'un pour faire cette recherche. Je reste à moi. J'étais directrice de recherche à cet endroit, c'était un centre de recherche politique. Je dis, je vais entraîner quelqu'un pour qu'il prenne ma place, mais je vais me mettre à étudier. Et je me mis à étudier, et comme j'étais anthropologue, il a fallu que je fasse, au Mexique, on peut changer d'une orientation à l'autre, d'une discipline à l'autre, mais il faut faire beaucoup de courses qui sont la base de ce que tu vas étudier. Alors, il a fallu que je fasse la moitié de l'université de psychologie, plus tous les crédits, toutes les matières du master de psychologie clinique pour pouvoir entrer au doctorat. Mais ça a commencé à se faire en ligne et je l'ai fait assez vite parce que je pouvais faire au rythme que je faisais. Je crois que j'ai fait tout dans 1 an et demi ou 2 ans maximum. Mais c'était en quelle année que tu as commencé ces cours? C'est 1900, peut-être 66, parce que j'ai fini le doctorat, j'étais en train de faire la recherche de mon doctorat, recherche finale, en 1980. D'accord. Et quand tu dis en ligne, c'était par le téléphone ou? Non, non, c'était par le téléphone, c'était par Internet à travers l'université. Mais Déjà à cette l'université époque-là? Ah est oui, très c'était. avancée en question Internet par rapport à l'Europe Ah et à oui, l'Amérique latine, je crois. d'accord. Ah oui, c'était Parce des que serveurs internes. il y a une centaine d'années, il y a des écoles par radio, imagine-toi, dans les régions les plus lointaines, dans lesquelles l'école la plus proche, pour arriver à l'école la plus proche, il faut marcher 3 heures. Il y a des écoles par radio, depuis il y a une centaine d'années. C'est passionnant, hein. C'est fou. Et alors, bien sûr, il y avait des matières il fallait faire présentiel, tout ce qui avait besoin de pratique. Et une fois que j'ai fini tout ce qui était dans l'université, que c'était le plus facile, les 2 dernières années de l'université, les matières du master, c'était pour moi beaucoup plus intéressant. Alors là-bas, je l'ai fait avec un peu plus de calme. Et donc donc du coup, tu as fait le master en psychologie et tu as exercé directement après en psychologue. Comment que Si, ça s'est passé? avec toute l'approche d'anthropologie que j'ai derrière moi, Eh oui, oui. pas derrière, que j'ai chez moi. Mhm. Oui, parce que tu as aussi tes diplômes en anthropologie. Tu es anthropologue aussi J'ai un de master métier. en Un master anthropologie aussi. sociale, un master. D'accord. Et donc, du coup, deux choses qui se sont réunies, qui ont fusionné ensemble. Et là, donc, tu commences à exercer. Et regarde, je n'ai pas de titre de l'université de psychologue. Et maintenant que j'aurai besoin de ce titre, de ce diplôme, je vais faire l'examen. J'ai 80 ans et je crois que dans 1 mois, je vais préparer un examen parce qu'on peut le faire ici aussi au Mexique. Ici, si tu as étudié par ta compte ou si tu as appris à travers la pratique, tu peux faire un examen dans une institution qui s'appelle Ceneval. On te fait un examen pratique et théorique
Et si tu passes l'examen, tu as les titres, les diplômes d'ingénieur, des comptables, de je ne sais pas combien de choses. Alors, je vais les faire pour la psychologie. Si. Ah, bien. C'est passionnant. Tu es une éternelle étudiante. Tu vas Oui, reprendre moi, je les ne vais pas me bancs. mettre à l'école. Je crois Mhm. que j'ai assez et je vais regarder la guide, qu'est-ce qu'ils vont me demander. Je crois qu'à ce moment, j'ai assez par pas avoir besoin d'étudier pour passer l'examen de psychologie Pour le et avoir les valider. diplômes universitaires. Mhm. C'est bien, c'est un bel exemple. Et ça m'amuse de faire des choses différentes. Et tu te souviens des toutes premières fois que tu as exercé en tant que psychologue? Parce qu'au début, tu faisais pas d'hypnose. Oui, Les- non. Me rappelle, je te dis que j'étais trop mise dans la psychanalyse. Je Ah oui. voulais même devenir psychanalyste et une des choses qu'on demandait, c'était avoir le doctorat en psychologie. Alors, je l'avais déjà. Et j'ai assisté à des groupes d'études de psychanalyse, à des groupes de supervision. Et je suis, et je continue à être très, très, très obsessif pour mes études et pour le travail que je fais. Alors, dès que j'étais à la moitié du doctorat, et avant de commencer à regarder des patients, j'ai commencé à participer dans des groupes de supervision pour apprendre. Mhm. Et il y avait 2 ou 3 groupes de supervision dans lesquels je participais pour écouter, pour apprendre. Et j'ai demandé à une professeure du doctorat, que j'ai trouvé très bien, une Argentinienne, Berta Blum, de faire ma superviseur, on dit supervitrice, Oui, superviseur. superviseur, superviseur comme. Ou Et superviseur. alors, il m'a dit, mais tu as des patients? Et j'ai dit non, pas encore, mais on peut faire comme des démonstrations, des jeux de rôle. Tu te mets comme un patient et je me mets comme moi je travaillerais, toi tu me supervises. Et j'ai commencé à travailler comme ça. Et le père de mon enfant, à ce moment j'étais mariée, est quelqu'un qui m'a toujours, toujours appuyé beaucoup pour tout ce que j'ai fait et pour étudier surtout. Il est aussi très académique. Alors, quand je me mis à étudier, quand j'étais déjà rentrée dans le doctorat, j'avais fini tout le reste, il a dit, il va falloir construire un bureau pour toi. Et on avait une jolie maison avec un jardin, tu rentrais au jardin, et il a dit à l'entrée du côté gauche, on va faire ton bureau pour pas que les gens aient besoin de rentrer à la maison. Et j'ai un beau-frère, architecte, ils se sont mis d'accord les deux. Ils me sont construit un très très joli bureau avant que j'aie des patients. Alors quand ils étaient en train de les construire, la dame qui m'aide à la maison, elle est originaire d'une région indienne. Elle parle Massawa. Elle parlait Massawa quand elle était petite et adolescente et quand elle est arrivée chez moi. Et alors, elle est partie en vacances chez elle et elle est rentrée qui avait fait des essais de se suicider. Elle avait tenté de se suicider. Mhm. Et il près de la région dans laquelle j'avais fait la recherche pour mon master. Alors, je connaissais beaucoup sur la culture de cette région, tous les symboles, beaucoup, beaucoup, même des mots parlés, mais je pouvais distinguer des mots et de dire le minimum. Et D'accord. alors, elle a dit à sa sœur, quand elle a su qu'il Alors, était en train de dire, que quand elle avait visité sa sœur, elle savait que sa sœur avait tenté de se tuer. Il lui a dit, viens avec moi, ma patronne, la dame avec laquelle je travaille, va te guérir. Parce qu'il savait on avait déjà construit un bureau pour ça et que j'étais en train d'étudier psychologie ou j'avais déjà fini peut-être. Peut-être j'avais déjà fini le doctorat ou était sur le point de le finir. Et alors il est arrivé avec elle. Et il m'a dit, il y a ici ma sœur.
Et j'ai dit à la professeure qui allait me superviser, et qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas psychologue, je suis anthropologue. Elle m'a dit, oui, tu es psychologue et tu vas travailler avec elle. Alors, elle est même restée couchée chez moi contre toutes les règles de la psychanalyse. Elle n'avait pas l'argent pour me payer contre toutes les règles de la psychanalyse, je ne les faisais pas payer. Mais, et alors, elle est arrivée. Elle a commencé à me parler en métaphore, comme parlent les Indiens. Les Indiens parlent en racontant des histoires et avec des métaphores. Ça, c'est écrit et c'est cas dans un de mes livres qui s'appelle Réviser le passé pour construire le futur. C'est un livre d'authypnose. Et alors, il m'a dit, je me sens comme une jarre, il employait le nom mexicain, qui est vide. Que toujours quand on les met, tu sais, les jarres qui sont faites les pots qui sont faits en céramique, il faut les faire un processus pour pas que l'eau se coule. Il faut les faire un processus. C'est pas industriel, c'est fait à la main. On les cuit et après il faut faire un processus compliqué. Et on l'appelle curar. Je me sens comme un pot qui est pas curado. Et n'importe quoi on met là-bas d'amour, tout se coule. Et alors on a commencé à parler des pots et on pourrait, c'était très bien parce qu'il pouvait avoir des différents types d'eau au Mexique et surtout dans la campagne. On prend beaucoup d'eau de fruits de tout type. On prend beaucoup de fruits. Alors on fait de l'eau avec la fruit, qu'il pouvait avoir de l'eau de fruits de différentes saveurs et toujours changer et partager cette eau avec des autres gens et qu'il ne fallait pas que les pots soient remplis, qu'il n'allait jamais être rempli. Et on a commencé à continuer avec des autres métaphores que je n'ai même pas mis dans le livre et qu'un jour je vais écrire parce qu'il y a une richesse énorme avec beaucoup de richesse de l'anthropologie, du moment de sa naissance, de l'accouchement de sa maman, de la manière de l'habit qu'elle utilisait, etc. Et alors, je suis allée à la supervision avec une psychologue que j'admire beaucoup, qui est un de mes modèles de femme, Marie Langer, qui elle est morte depuis là très longtemps. C'était un médecin autrichien qui est allé aider dans la guerre civile espagnole. Et après, il est allé aider quand il y a eu les coups d'État et le gouvernement militaire en Argentine. Il a été jeté dehors. Il est arrivé au Mexique déjà très vieille et très sage. Très vieille et très sage. Je crois qu'elle est arrivée au Mexique peut-être 95 ans. Et c'est là-bas qu'il offrait des supervisions gratuites pour les gens qui travaillaient dans des institutions gouvernementales du gouvernement. Et j'étais dans une de ces supervisions. Et j'ai commenté ce que j'avais fait. Et alors, tout le monde, tous les autres participants, on était contre moi et commençaient à dire « Mais non, aurait dû l'interpréter que ces pots, c'était les ventres maternels, qui ne les donnaient pas assez, etc. » J'étais toute sur moi. J'étais presque des femmes. Et alors, Marie Langer a dit « Attendez, Thérèse a fait quelque chose de différent. On va voir qu'est-ce qui se passe pour la prochaine séance. » Et la prochaine séance, la patiente était beaucoup, beaucoup mieux, presque pas déprimée. J'étais en train de travailler déjà avec des métaphores. Et je crois que les deux, nous étions en train d'imaginer, de me rappeler la campagne, quand elle décrivait les petits villages, les petits pays, les petites maisons au haut de la montagne ou sur une colline très séparées l'une de l'autre. J'étais déjà en transe, elle aussi. Elle est très, très bien sortie. Et d'abord, le mari a commencé à lui donner un peu d'argent
parce qu'il fallait qu'il paye transport pour arriver me voir. Il restait la nuit ou des jours, et pour payer un peu plus, il faisait un travail chez moi, tout complètement contre la psychanalyse. Et je lui donnais une deuxième séance avant qu'elle repart. Et je lui dis un jour, si un jour tu n'as pas d'argent pour revenir, je vais garder ici tout ce que tu m'as payé. Je lui montrais dans quel tiroir je le mettais. Et ici, c'est ton argent. Et ce jour est arrivé. Parce qu'à fur et à mesure qu'elle a changé, le mari qui n'était pas indien n'a pas aimé avoir une femme qui voulait se considérer à son hauteur, qui commençait à avoir des opinions. Et alors, elle a continué. Et pour me payer, regarde quelle jolie métaphore. Il y a des cerfs dans la campagne mexicaine. Beaucoup de cerfs. Les Mexicains, on mange beaucoup de cerfs qu'on récolte, qui poussent naturellement et qu'on récolte partout. Quand vous faites comme les champignons, nous, comme avec des différents types de cerfs. Et il y a des sons qui s'appellent cœur, corazones. Et elle récoltait des cœurs pour moi et il me payait avec des cœurs. Et alors, je trouve que c'est une très jolie métaphore. Et ça, c'est mon premier contact avec l'hypnose ericksonienne. Mais après, j'ai décidé de laisser de côté la psychanalyse et je me mis à étudier la thérapie familiale systémique. Je crois que c'était 2 années de spécialisation et après 1 année pour devenir superviseur. Et là-bas, c'était beaucoup plus facile pour moi. Comme anthropologue, j'avais une vision systémique et c'était beaucoup plus facile d'intégrer tout ce que j'avais appris. Et quand on est fini, avec 3 de mes collègues, de mes copines de ces programmes, on a ouvert un centre de recherche parce que moi, j'adore faire la recherche. Et c'est pour ça qu'on a un doctorat avec des élèves des étudiants qui font la recherche. Et je me mêle chaque fois que je peux le faire pour voir qu'est-ce qu'ils font et pour donner mon opinion. Et alors, pour faire la recherche, et on a commencé à avoir des recherches très importantes avec un centre qui s'appelle Collège du Mexique. C'est comme un centre de haute étude, c'est l'équivalent d'un centre de haute étude. Et là-bas, il y a une partie de démographie. Et dans la partie de démographie, ils nous ont fait faire des recherches, comment, je ne sais pas si ça s'appelle des champs, d'aller avec les gens, les visiter, les interviewer ou observer comme ils travaillent. Et là-bas, j'ai très bien intégré ma partie anthropologue, la partie de la psychanalyse, de la psychologie, du regard systémique, de la thérapie familiale. Et alors, on a commencé aussi à voyager. J'adore voyager. À voyager et à préparer apprendre des choses dans d'autres pays, à les partager entre nous et à développer de nouvelles techniques plus adaptées à notre culture et à notre pays. Et là-bas, on offrait des ateliers ou des séminaires aux psychologues, plutôt aux psychologues, aux psychothérapeutes. Psychothérapeute, chez nous, c'est différent chez vous. Chez nous, pour devenir psychothérapeute, il faut d'abord être en licence pour travailler comme psychologue. C'est à l'inverse de chez vous. Psychothérapeute, c'est comme une spécialisation après. Et alors, un jour, une de ses collègues a apporté des livres de neurolinguistique, comment c'est? Neurolinguistique. La PNL? La PNL? La PNL. La PNL. Et j'étais fascinée avec ça, mais il y a des choses que je n'ai pas aimées de ces livres. Je dis que je suis obsessive. Et alors, la première, c'était que c'était très mal édité. C'était une transcription
assez mal faite des, des séminaires de Vandrel et de Grinder. Et l'autre chose, c'est que c'était trop directif, trop directif. Alors, j'ai cherché d'où c'était sorti ça, et j'ai trouvé à Ericsson. Et alors, je me suis rendu compte qu'il y aurait un congrès ericksonien en 1982, je crois que c'était 2 mois après la mort d'Ericsson, ou peut-être 1984, peut-être parce que j'avais déjà fini les spécialisations qui c'était 2 ans, et après j'ai commencé à faire la recherche et à faire des autres choses. Et alors, je suis allée au congrès, et j'étais fascinée parce que tous les congrès étaient organisés à partir des ateliers dans lesquels de toute une matinée ou toute une après-midi ou toute une journée ou 2 ou 3, dans lesquels tu apprenais des techniques concrètes. Et j'ai appris tous les livres que je pouvais acheter et tous les ateliers dans lesquels j'ai pu rentrer. Et je suis rentrée ainsi avec mon paquet de livres à me mettre à étudier et à enseigner ça à mes copines. Et j'ai commencé à pratiquer avec mes patients tout ce que j'apprenais dans les livres. J'ai une histoire d'être autodidacte. Je ne suis pas allée à l'école, dans l'école élémentaire, non. J'ai étudié par ma compte avec l'aide de mon père pour certaines matières et avec une professeure pour les mathématiques, la grammaire et les choses dans lesquelles il n'a pas besoin d'avoir un critère ou une approche spéciale. Et alors, je suis assez autodidacte et je me mis à travailler et j'étais vraiment, comment on dit, surprise, mais plus que surprise, surprise. Je ne pouvais pas comprendre les changements qui faisaient les patients. Je me mettais à préparer chaque séance et les inductions que j'allais faire. Et d'une séance à l'autre, ce que j'avais préparé ne servait plus parce que les patients avaient déjà reçu tout ça. Alors, j'ai décidé dans un de ces congrès, je suis allée pour la 10e fois à un congrès, et cette 10e fois, j'écris à Jeff Ericsson, je suis telle personne, j'ai une master en anthropologie, tout ce que j'avais fait comme étude et comme pratique, et je suis en train de travailler d'une manière, je suis en train de développer ma propre manière de travailler. Est-ce que serait possible de la présenter dans les prochains congrès? Et aussi, à peu près par cette époque, j'ai travaillé avec médecins. Je ne sais pas comment vous parlez des médecins. Je ne sais pas si c'est généraliste, familial ou quoi. Et au Mexique, en espagnol, on dit avec médecine interne. Ça veut dire, si? Si, c'est pareil. OK. Qui avait assisté à 2 de mes ateliers, 2 de mes séminaires d'enfants de semaine, des techniques d'introduction à l'hypnose. Et je sais qu'il fallait que j'ai une chirurgie des vésicules parce que c'était lui mon médecin. Et alors, à ce moment-là, j'étais en train de travailler avec beaucoup de patients avec des douleurs chroniques. Parce que j'ai fait ma dissertation pour le doctorat dans un grand hôpital, dans un service de néphrologie. Et c'était un hôpital pédiatrique. Et je travaillais beaucoup avec la douleur, avec les enfants, les adolescents. Et beaucoup de docteurs qui travaillaient avec la douleur, qui avaient patients avec la douleur, ont commencé à m'envoyer des patients pour le maniement de la douleur. Et alors, je me suis dit,
comment je vais m'opérer avec l'anesthésie? C'est pas cohérent avec ce que je dis à mes patients, qu'avec un symbole, une couleur, une lumière ou je ne sais pas quoi, ils peuvent manier et même soulever la douleur. Et je dis à Jorge, je crois que je dois m'opérer avec de l'hypnose et pas de l'anesthésie. Il m'a dit oui, on le fait. Et alors, on a pris la décision de la faire. On a trouvé l'hôpital qui l'acceptait, on a trouvé les chirurgiens qui l'acceptaient. L'anesthésiologue allait être en surveillance si c'était nécessaire d'intervenir. On a préparé ça, Jorge et moi. Moi, j'ai préparé toutes les verbalisations de tout ce qu'il devrait dire, les choses les plus basiques, les suggestions. Mais vraiment, il est quelqu'un de très intelligent, il est un génie vraiment, et il travaille avec l'hypnose très, très bien. Très, très bien. Et alors, je me suis soumis à la chirurgie sans anesthésie et on l'a filmé. Alors, quand j'écris à Saïch, je lui dis, et j'ai un vidéo de ma chirurgie de vésicules sous hypnose. Et il a dit, bien sûr, c'est très intéressant, et vous pouvez présenter les vidéos, et je voudrais aussi que vous participez dans une table ronde. Et est-ce que vous pouvez participer avec un groupe de supervision pour nous montrer de différentes manières de faire les choses? Et j'étais enchantée, j'ai dit oui. Et je suis arrivée au congrès. Et là-bas, quand je suis arrivée, les séances de vidéo étaient suspendues. Mais alors, je me suis trouvée avec les noms partis, un des plus importants hypnologues qui ont travaillé avec l'hypnose. J'ai sa tête, mais je n'ai pas son nom. Bon, j'avais lu tout ce livre. Et je lui dis, docteur, je suis mexicaine, je me suis opérée sous hypnose, sans anesthésie, sans sédation même. Et j'avais la présenté en vidéo, mais sur la chirurgie, mais le programme de vidéos est suspendu. Est-ce que vous seriez intéressé à le voir? Il m'a dit, bien sûr, mais on va organiser ça. Il a demandé une chambre, un projecteur. Il a invité à tous les grands. Je parle de Langton, je parle de Saïch, Gilligan et des autres qui travaillaient avec la douleur. Les invités, lui, à regarder mon vidéo. Et ils m'ont invité au cocktail BIP de ce congrès. Ils se sont tous intéressés. Il y avait aussi, à ce moment-là, une Argentinienne qui habitait à Phoenix. À ce congrès, j'ai connu beaucoup de Latino-Américaines qui habitaient aux États-Unis. Marilia Baker, brésilienne, qui habite à Phoenix, qui est devenue une de mes meilleures amies. Mirta Giorgi, qui était cette Argentinienne, qui était en charge du programme des relations internationales de la Fondation, qu'à ce moment-là avait une clinique. Et Mirta m'a invité à donner un séminaire aux cliniques de la Fondation. Et alors, on a cherché entre les deux qu'est-ce qui serait intéressant. Et il y avait 3 thèmes. Les premiers, c'était ma manière de travailler. Ce n'est pas comme je travaille maintenant, mais je travaillais déjà très différent aux autres. Parce que c'est moi toute seule qui a intégré la manière de travailler. Mais un autre thème qu'il a dit que c'était intéressant, c'est que beaucoup de thérapeutes, psychologues américains disaient qu'il y avait beaucoup de problèmes à travailler avec les Mexicains, les Latino-Américains qui habitaient à Arizona, à Phoenix, parce qu'ils disaient qu'il y avait beaucoup de résistance, qu'on les offrait, par exemple, d'aller à l'hôpital pour faire ça, ça et ça, et ils préféraient travailler avec un thé ou se faire des guérisons traditionnelles avant d'aller à l'hôpital ou les faisaient en même temps. Ou une autre chose, il disait, est-ce qu'ils ne grandissent pas, ils ne se développent pas, par exemple,
il y a des gens de 40 ans qui habitent encore avec ses parents. Et alors, je dis à Myrta, ça fait partie de la structure de la famille mexicaine, mais ces thérapeutes pourraient apprendre les caractéristiques de la famille mexicaine comme des ressources et pas comme des problèmes. Et aussi, alors on a fait trois séminaires, une de mes manières de travailler, l'autre, j'ai invité à Jorge à le faire parce qu'il connaissait beaucoup de ça, médecine traditionnelle et médecine moderne. Et parce qu'au Mexique, Marc, on continue à employer la médecine traditionnelle. Et les médecins respectent beaucoup la médecine traditionnelle. Et il y a beaucoup de médecins qui intègrent l'herboristerie et beaucoup de choses. Et surtout dans les communautés qui sont dans la campagne, même les guérisseurs de la communauté travaillent de la main du médecin. Ils s'appuient l'un à l'autre. Et alors, le troisième, c'était celle des caractéristiques de la structure mexicaine. Et on est allé, et après ça, Jeff nous a demandé de faire un institut Milton Erickson dans la ville de Mexico. Et on est rentré, et on est allé, Marta Cerruti, qui faisait partie du groupe de mes copines avec lesquelles je faisais la recherche, Jorge Avia, c'était ce médecin qui a fait la chirurgie avec moi, et moi, il nous invitait. Mais alors Martha a dit, le plus facile, c'est le faire dans ces groupes. Et alors j'ai dit oui, mais alors il faut intégrer à Jorge à ces groupes. Et là-bas, ils ont commencé les programmes de problèmes et les discussions de comment intégrer à Jorge. Et en plus, Jorge et moi, nous avons présenté un programme dans lequel il fallait mettre l'argent pour louer un endroit, pour faire de la publicité, pour faire je ne sais pas quoi. Tout ce qu'on avait besoin pour commencer un centre. Et ils n'ont pas voulu mettre de l'argent. Ils ont dit qu'ils pourraient aller petit à petit. Et j'ai dit non. Moi, je ne fais rien petit à petit, pas à pas. Je vais les faire maintenant et les faire vite. Et alors, Jorge m'a dit, je me mets avec toi, je vais les faire maintenant et vite. Et je suis sortie de ces groupes et on a constitué l'Institut de la Ericksonien de la ville de Mexico. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et ça a duré depuis peut-être 88, qu'on est rentré de ces séminaires, jusqu'à 99. À 99, on a décidé de se séparer parce que chacun avait commencé à travailler de manière très différente. Et alors, on voyageait à beaucoup de villes dans la ville de Mexique, dans les pays. Et j'arrivais, il me disait, tu es en train de dire des choses complètement différentes de ce que Jorge nous a dit le mois dernier. Et à Jorge, on lui disait la même chose. Alors, on a décidé qu'il valait mieux se séparer parce que, comme ça, les Mexicains auraient deux modèles de travail et pourraient choisir ou prendre d'abord un et après l'autre. Et pas une confusion. Alors, dans un congrès que je me rappelle très bien que c'était à Venise, où Jeffrey Sachs participait, on lui a raconté qu'on allait se séparer, les raisons, et que je voulais un homme différent, pas un institut. Parce que Jorge voulait, on a dit, on va dire, qui est-ce qui reste avec la maison? C'était moi. Qui est-ce qui reste avec les noms? Institut, c'est Jorge. On divise les téléphones de pour toi, de pour moi. Les thérapeutes qui choisissent avec qui vont aller. Et j'ai dit à ça que je voudrais un homme complètement différent
pour pas qu'il y ait la confusion, parce que jusqu'à maintenant, les gens nous regardent comme ensemble. Pour pas qu'il y ait la confusion, je voudrais un nom tout à fait différent. Peut-être centre de recherche et hypnose, parce que j'aime beaucoup la recherche. Et alors, ça, il m'a dit, je vais penser, je vous dis. Mais je suis d'accord. Et alors, un jour, je l'ai trouvé dans un couloir et il m'a dit, j'ai le nom, Centro Ericksoniano de México. Et alors, j'ai dit, México, c'est le pays. Et toi, tu m'as dit que la fondation donne les noms à partir des villes, avec les noms des villes. Et c'est la ville de Mexico. Et alors, non, elle a dit, c'est Centro Ericksoniano de México. Finalement, tu as été la première, tu as enseigné a Jorge, tu as enseigné a tous les autres. C'est Centro Ericksoniano de México. Et alors, c'est comme ça qu'on a fait. J'ai fait tous les papiers que la fondation demandait. Et j'ai continué à travailler. Ma fille était en train de se former. Rapidement, je l'ai fait un programme de master, je l'ai mis au ministère de l'Éducation, d'abord dans les centres du Mexique en état de Guanajuato, parce qu'on s'est divisé, on a demandé aux villes, aux centres dans lesquels enseignaient qu'ils voulaient rester avec Jorge, qu'ils voulaient rester avec moi. Tout a été fait très facile et très démocratique. On voit toute cette belle vie de rebondissement, de synchronicité aussi. Tu as fait des belles rencontres qui ont donné aussi aujourd'hui tout ce chemin parcouru. Qu'en est-il aujourd'hui de l'hypnose au Mexique? Comment qu'elle est perçue si demain on va dans la rue et on demande à Mexico s'il y a des hypnothérapeutes? On peut parler assez facilement. Regarde, on parle dans les réseaux sociaux d'hypnose. Nous, dans les centres, on a beaucoup de réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux au nom du centre, au nom de l'Institut de Cancun, qui est plutôt dirigé au grand public, à mon nom, à nom de Cécilia, ma fille. On est sur le Facebook, sur le LinkedIn, sur Instagram, et même sur les TikTok. J'ai je ne sais pas si c'est un canal, je ne sais pas. On est à Spotify, on est à YouTube. Et dans tous les endroits, on parle d'hypnose sans problème. Est-ce que... Non, vas-y. Si, ma compte, je ne sais pas comment ça s'appelle, de TikTok s'appelle Hypnosis con Teresa Robles. Et j'ai des vues de quelques vidéos de plus d'1 million, et je crois que j'ai déjà une de 2 millions de vues. Et des gens qui me suivent, je crois que je suis dans les 136 000, la dernière fois j'ai vu ça. Alors, et c'est hypnosis. C'est le mot hypnosis, alors on peut parler de manière ouverte. Est-ce que justement la culture traditionnelle va aussi ensemble? Il y a encore des guérisseurs, des chamans au Mexique. Oui, et je suppose que les esprits sont ouverts facilement à l'hypnose et à la transe aussi, par nature aussi. On a une école d'études d'agriculture et là-bas, on fait des études de médecine pour les médecins, qui sont déjà des médecins, de 3 ans d'herboristerie et de médecine traditionnelle. Ouais, donc c'est bien ça. Tout le monde se mélange ensemble, comme tu disais tout à l'heure. Il est vrai que j'ai déjà vu des vidéos où en médecine, par exemple, lors d'une opération chirurgicale, ils vont faire du Reiki, ils vont faire du magnétisme. Les médecins eux-mêmes, ils vont faire venir des intervenants dans le bloc opératoire pour travailler avec les énergies, tout ça. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment, on voit bien la différence de culture. Moi, j'ai fait l'hypnose
je crois que c'est le plus grand hôpital pédiatrique de la ville du Mexique. J'allais dire de la ville de Mexico, mais c'est du Mexique, c'est la capitale. Le plus grand hôpital pédiatrique. Dans les années 80, je faisais de l'hypnose. Ouais, déjà en place. Il y a une question qu'on pourrait se poser, enfin les auditeurs. Comment tu as appris le français? À quel moment tu as... Je me suis mariée avec un Français. Ah, c'était ça, je m'en souvenais plus. Tu avais dû nous le dire la Non, dernière fois. mais je l'ai D'accord. pris d'abord. Je l'ai appris d'abord. Je l'ai appris d'abord. J'ai eu une hépatite. J'étais Ouais. en France, en voyage. J'avais 15 ou 16 ans. J'ai eu une hépatite terrible. Je suis arrivée de retour en avion et en ambulance jusqu'à la maison. Et pendant cette hépatite qui était déjà très avancée, presque cirrhose, je pouvais presque pas bouger. Et un jour, je n'avais pas... J'ai lu tout ce que tu peux imaginer dans tous ces mois. Et j'ai fait tout ce que tu peux imaginer. Mais un jour, on ne m'avait pas laissé des livres à côté. Il n'y avait personne à côté pour leur demander des choses. Et quelqu'un qui allait me visiter avait laissé son livre de français, qui était à l'Alliance française en train d'étudier. Alors, je me mis à lire les livres. Et c'était le plus élémentaire. Il y avait un dessin, les mots en espagnol, les mots en français et comment se prononcer. Et je l'ai fini et je demandais, quand quelqu'un est allé me voir, les livres suivants. Et quand j'ai fini, alors je suis allée à l'Alliance française et je me suis inscrite et j'ai pu m'inscrire au niveau pas élémentaire, il est moyenne et avancé. Et chaque niveau, il y avait 3 niveaux, sub-niveaux. Je me suis écrit au plus haut du moyen. Et j'ai continué à étudier. J'ai habité en France, je me suis mariée et j'ai habité en France. Et mes enfants aînés sont des jumeaux, sont nés en France en mai 68. En mai 68, c'était Oui, en plein mouvement en plein estudiantil. mouvement. C'est beau de voir l'introspection, la vie, le destin aussi. Tu as commencé sur des livres, donc ça t'a emmené après. On voit que tu es une éternelle étudiante, hein. Tu as toujours aimé apprendre. Dice comme Roberto Sapel, l'homme avec lequel je me suis mariée, comme il habitait au Mexique, ses parents ont décidé qu'il fallait qu'il apprenne bien l'espagnol. Alors, il allait à des écoles en espagnol. Et alors, quand on était arrivé en France, il parlait parfaitement les français, bien sûr, c'était sa langue maternelle, mais il ne connaissait pas la grammaire. Et je connaissais la grammaire, mais parlait presque pas. Et alors, on se met à étudier ensemble dans une école internationale, que je crois qu'elle n'existe plus. Et dans cette école, c'était pour le développement dans des différents domaines. Lui, pour je ne me rappelle pas comment. J'ai fait pour le développement social et communautaire, et lui, il a fait pour le développement régional. Mais on se mettait ensemble pour faire les devoirs des deux. Et on assistait au même... Je comprenais tout, mais je pouvais, petit à petit, je suis arrivée à parler, petit à petit, il est arrivé à écrire par lui-même. Mais on était complémentaires comme ça. C'est bien, c'est vrai que c'est l'une des façons les plus simples d'apprendre une langue, c'est de se mettre avec une personne qui ne parle pas la même langue. Ça facilite quand même l'apprentissage aussi, parce que tous les jours, on est aussi en couple avec la personne. Et c'est vrai que c'est plus simple aussi, ça entraîne aussi une motivation, une dynamique. Et puis à l'époque, il n'y avait pas forcément comme maintenant les applications pour apprendre. Non. Donc, Ni les films dans les plateformes ah oui. dans lesquelles tu pouvais mettre la langue que tu voulais écouter ou lire. Qu'est-ce que, je change un peu de sujet, qu'est-ce que tu penses de l'hypnose à distance, justement, toi qui aimes bien tout ce qui est...
tu es connecté, donc qu'est-ce que tu en penses des séances à Ça, distance? ça marche très, très bien. Mm. Et maintenant, j'ai fermé mon bureau et je ne fais que des séances à distance. Et plus de la moitié de mes consultants sont des autres pays. Et de ceux qui restent, la moitié sont des villes différentes à la ville de Mexico. Je crois que peut-être 2%, 3%, de temps en temps, j'ai un consultant de la ville de Mexico. Alors, je ne pourrais pas faire d'une autre manière. Et ça marche très bien. Regarde, j'ai dit que je m'inspire dans les dernières 13 années d'Erickson dans lesquelles il était dans une fauteuil roulant avec la vision très diminuée, l'oubli très diminué, les mouvements très diminués. Et je suis sûre qu'à cette époque-là, Erickson percevait les gens parce qu'il ne pouvait plus observer comme il proposait dans les années 50. Et il les percevait, je suis sûre. Il était un guérisseur. Et aussi, il travaillait avec des thèmes que j'appelle des thèmes universels. Et moi aussi. Et il faisait des séminaires de 3 jours. Dans ces séminaires, il choisissait quelqu'un pour que ce soit les sujets dans les 3 jours pour faire la démonstration d'hypnose. Et j'ai connu dans toutes mes visites à Phoenix beaucoup de gens qui avaient participé à ces séminaires, mais qui n'étaient pas les sujets. Et tous coïncident dans le fait que sa vie a changé complètement après ces séminaires. D'abord parce que tu ne peux pas regarder l'hypnose sans rentrer en transe. Une fois que tu rentres en transe, disait Milton Erickson, ton esprit inconscient s'occupe d'arranger ce qui est le plus important. Mais en plus, il travaillait avec des thèmes qui étaient universels pour tout le monde. Par exemple, dans la 10e séance d'une vidéo qui s'appelle Hypnothérapie symbolique, il travaille avec une fille. Ça serait trop long d'expliquer tout ce qui se passe dans la première séance. C'est très intéressant. Mais c'est commenté par Jeffrey Sachs, mais je donne une interprétation complètement différente à celle de Jeff. Mais dans la deuxième séance, une fois qu'on voit d'une séance à l'autre les changements de la fille, même physiquement, et dans son attitude, dans son manière de s'habiller, de s'arranger, et il lui donne une carte des étoiles et il explique où c'est l'étoile polaire. Il explique que c'est celle qui guide les guides navigantes dans la mer et peut-être même dans la terre. Et il le met là-bas et il lui dit, imagine-toi que tu es dans l'étoile polaire. Et imagine-toi, il va en train d'échanger que tu es l'étoile polaire. Et alors, il continue avec ces métaphores. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? C'est toi qui guides ta vie. Ça, c'est un thème universel. Il y a beaucoup de gens qui se laissent guider pour les familiales, pour des autres gens. Et pas pour eux-mêmes. Ça, c'est un thème universel. Et la manière que j'ai développé de travailler, c'est on a besoin de très peu d'informations parce que l'information qui est vraiment importante. Erickson, à cette époque-là, leur demandait rien. Et travailler et provoquer des changements impressionnants. Pourquoi? Parce que l'information qui est vraiment importante est refoulée. Ce que l'esprit rationnel peut nous dire, c'est pas important. Et c'est tout changé, c'est tout déguisé. Et alors, je ne demande presque pas d'informations. Je travaille avec des thèmes universels. Je travaille avec quelques signes qui doivent pas avoir avec les signes qu'on peut observer dans la personne, qui vont au-delà de ça, qui sont plutôt une perception. Ou si c'est une personne qui est
A ver, laisse-moi dire. Je voudrais chercher quelque chose. Il y a quelqu'un en italien, par exemple, qui me dit, c'est mon premier patient en italien, et je l'ai cet après-midi, mais dans la première séance, il me dit, j'ai une grande confusion mentale, trop de pensées, je ne sais pas quoi faire. Je suis avec la femme que je ne voulais pas être, je ne peux pas être avec l'autre, ma famille ne l'est plus pas l'autre que j'aime. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? C'est très clair. Il ne dirige pas sa vie. Il a une confusion entre les pensées des autres et ses propres pensées. Ça veut dire qu'il manque une limite, ça je le prends de la psychanalyse, entre les moi et les pas moi. Il faut mettre ces limites pour qu'il puisse distinguer que c'est à lui et que c'est à l'autre. Il n'a pas appris à prendre ses décisions. Et on pourrait prendre beaucoup des hypothèses et travailler sur ce qui est en bas. Cet après-midi, que c'est la deuxième séance, je vais travailler précisément dans Santé universelle, dans mes manuels d'authypnose qui sont publiés par Satas. Il y a beaucoup de sont construits à partir des thèmes universels parce que sont pour travailler en groupe. Alors là-bas, il y a un thème qui j'appelle les murs, mais qu'on traduit comme les remparts. Et cette distinction et ces limites entre les moi et les pas moi, qui continue là, quand ça n'existe pas, tu es psychotique. Et cet homme, je crois qu'il serait très près de la psychose s'il ne construit pas ses remparts ou ses murs et il commence à distinguer entre ce qui est à lui et ce qui se passe à lui. Alors, je vais travailler cet après-midi avec ce thème universel, sauf qu'il arrive avec, à me dire qu'il a déjà changé ça. J'ai beaucoup travaillé. Tous les dimanches matin, je me mis à étudier italien. J'étais avec ma professeure. J'ai pratiqué parce que c'est mon premier patient en italien. Alors, C'est remarquable, hein. Tu es fantastique. Tu fais même en italien, même tu es toujours en train d'apprendre. je fais en espagnol, en anglais, en français, en portugais, en italien. Je peux parler en allemand, mais je ne suis pas assez courageuse. Je reconnais que je n'ai pas le vocabulaire nécessaire pour faire des consultations en allemand. Parce que mon vocabulaire, c'est de l'allemand ancien. Je lis des mythes et des choses comme ça, et ça, c'est ce que j'aime. Et pour moi, les langues et ce que j'étudie, c'est pour jouir la vie et pour faire ce que j'aime. Alors, je me mets à lire des mythes allemands, en allemand ancien. Les mythes de Nibelung, par exemple, je les lis en allemand ancien. Et quand j'essaye à parler en allemand avec mes amis allemands, des fois, ils rigolent de moi parce que j'utilise des mots anciens. Mais pour l'instant, j'avais les mains pour ça. Et ça, c'est ma partie anthropologue. C'est comme avoir des vacances, des travail, une fois par semaine, se mettre à lire. C'est comme je vais lire en allemand. Ah, c'est beau. C'est un bel exemple. Alors, je te rejoins pour les consultations en visio. Moi, j'aime beaucoup. Je fais quasiment plus que ça non plus et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. J'ai même tendance à dire que en visio, ça fonctionne même mieux à distance qu'au cabinet. Donc, il y a moins de choses qui te distraient oui. Et tu es obligé encore plus à te connecter de dedans vers le dedans. L'univers fonctionne à travers l'intention et le désir. Et si tu as l'intention de te connecter avec l'autre, tu te connectes. Tu sais, dans le deuxième semestre de notre programme de master en psychothérapie ericksonienne, on a un atelier dans lequel on traîne à nos élèves, j'allais dire à développer la perception, mais c'est plutôt à se rendre compte qu'ils sont capables de percevoir beaucoup plus quand ils ne regardent pas à l'autre. Et on fait des exercices pour qu'ils essayent à se percevoir, d'abord en se regardant, après dos contre dos, pour ne pas se regarder, ou si on le fait à distance sans caméra,
pour pas se regarder dans des petites chambres, mais sans caméra. Et jusqu'à qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de percevoir plus les émotions et ce qui se passe chez l'autre sans les regarder. Oui, le ressentir, l'intuition, la connexion. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu penses que Erickson, il apprenait beaucoup des Indiens qu'il allait voir? Je ne sais pas, mais je crois que Betty Alice, sa fille, m'a dit que oui. Il avait une grand-mère indienne. Ah, Et chez les Indiens, ce sont les grands-parents qui s'occupent de transmettre la tradition aux petits-enfants. C'est grâce à ce qu'il a appris de sa grand-mère indienne que quand il avait la polio, et le médecin, on allait dire qu'il n'allait pas passer la nuit, il a dit « je vais vivre ». Et il a demandé aux gens qui étaient à côté de lui de bouger un miroir, un meuble avec un miroir. Je ne sais pas comment s'appelle ce meuble qui a deux petits tabourets et les miroirs au centre. Oui, Une coiffeuse. Les coiffeuses. Oui, les oui. coiffeuses. Et bouger une coiffeuse pour qu'il puisse, à travers la coiffeuse et la fenêtre, regarder la couche du soleil. Parce que chez les Indiens du nord de l'Amérique, du Canada, le nord des États-Unis, mais aussi dans le nord du Mexique et dans les déserts de l'Arizona, le moment du coucher du soleil, c'est le moment dans lequel s'ouvre une porte entre le monde des esprits et le monde des vivants. Et on peut traverser ces portes avec l'intention pour aller parler avec les esprits et leur demander quelque chose d'important. Par exemple, vivre en échange de faire quelque chose pour la communauté. Et après la coucher du soleil, Erickson est rentré dans un état de coma. Il est sorti de cet état 3 jours après. Il s'est mis à travailler avec lui, il a commencé à améliorer. Donc, c'est beau. Et les Indiens, quand tu leur fais une question, ils te répondent avec une métaphore, avec une histoire. Et c'est ça qu'Erickson faisait dans ses fameux voyages en canot qu'il a fait pour finir de se réhabiliter après qu'il a été capable de se mettre debout et commencer à marcher. Il trouvait des gens qui faisaient les campings là-bas. Il les demandait des questions et il les racontait des histoires. Et dans ces journaux qu'il a fait de ses voyages, il se demande plusieurs fois, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire pour la communauté. Et à la fin, il dit, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire pour l'humanité. Et regarde Marc, qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité? Il a donné sa vie, en quelque sorte. Si, et quels sont les résultats? Combien de gens ont eu la fortune d'être touchés par l'hypnose ericksonienne? Pas seulement pour s'entraîner, mais comme des patients de ceux qui se sont entraînés. Et les esprits, ils se sont bien rendus compte que qu'est-ce qui pouvait se passer. Oui, c'était une façon d'instaurer des guérisons par l'hypnose, passer par la médecine traditionnelle, conventionnelle, et amener la médecine traditionnelle. C'est certainement cette idée qu'ils ont eue entre les esprits de passer à travers Erickson et d'en faire un ambassadeur en quelque sorte avec la médecine conventionnelle. Mais pour moi, ça c'est très familial parce que chez nous, c'est assez commun de parler avec nos esprits, les esprits de nos défunts. Oui, surtout au Mexique. Je ne sais pas si tu connais que nous faisons une grande fête. Si, mois de novembre. Mais en plus, dans la vie quotidienne, quelqu'un me dit, par exemple, il y a aussi ici ma mère qui ne veut pas partir parce qu'elle est préoccupée par moi. Ça me le dit en consultation. Et alors, on travaille avec la mère pour qu'elle puisse partir tranquille.
suivre son évolution. Et ça, c'est un thème de consultation. Tu as beaucoup de contacts pendant tes consultations, des contacts défunts? Des contacts, je n'ai pas compris des Des contacts. des contacts de défunts, tu en as beaucoup, des contacts de morts qui viennent aider les familles ou aider le patient? Est-ce que c'est des choses qui... Sûrement beaucoup plus que chez vous. Chez nous, c'est des sujets un peu tabous. Chez moi, non, mais en France, c'est un peu Sûrement tabou. beaucoup plus que chez vous. Mm. Mais pas seulement avec les patients, avec mes petits-enfants. Quand ma belle-fille allait se marier avec mon fils, ils habitaient dans une autre ville, dans la côte du golfe du Mexique. Et elle est venue, je ne sais pas, pour arranger un papier de l'école, elle est restée chez moi. Et elle m'a dit, depuis qu'elle est arrivée, il y a une très bonne énergie chez toi. Je crois que je vais me mettre à méditer. Et le lendemain, il a dit, ma grand-mère est venue me voir le soir. C'était la vie quotidienne. Elle est venue me voir le soir et il m'a dit qu'elle est très contente que je me marie avec ton fils. Et ça, c'est un commentaire normal. C'est normal. Mais il y a, tu sais, je crois que la dernière fois, on en avait parlé. Il y a plusieurs cultures. Au Japon, ils ont la même culture. Au Mexique, bien évidemment, l'Amérique latine en partie. C'est vrai que Le Brésil, le en plus, Brésil, après le Mexique, parce qu'il y a des pays d'Amérique latine qui sont très européisés, comme le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. aussi. Il y a des pays qui sont un peu plus américanisés. Mais en Asie, c'est normal aussi dans beaucoup de pays. C'est tout à fait normal. C'est vraiment la culture européenne et française qui est un peu particulière là-dessus. Et américaine. Et Tu sais, américaine aussi. le ministère d'éducation, parce que d'abord, je voulais registrer notre programme de master comme hypnose ericksonienne. Et on a discuté beaucoup avec les superviseurs du ministère d'éducation parce qu'ils ont dit qu'au lieu de faire un master en hypnose, il fallait faire un master, et ils avaient raison, en psychothérapie qui utilise l'hypnose. Et pas non, c'est comme hypnose, parce que l'hypnose, c'est rien qu'une technique. Et si on parle de psychothérapie, tu donnes tout un contexte de comment utiliser l'hypnose dans ce contexte. Mais à partir de tout ça, ils sont les ministères de santé du Mexique, il y a peut-être 30 ans ou plus, et a demandé à tous les gens qui travaillaient avec des médecines qui s'appelaient alternatives et maintenant s'appellent complémentaires, à faire une présentation devant les représentatifs de cet hôpital, de cet autre, des chercheurs en santé, je ne sais pas, de faire une présentation sur la manière dans laquelle travailler. Et Jorge et moi, nous allons faire présenter l'hypnose. Et alors, tous ces, ils sont acceptés comme médecine complémentaire, pas alternative, Oui, complémentaire, officiellement. Et les sociétés internationales d'hypnose a obtenu à partir de... Nous avons présenté des recherches et beaucoup de dissertations et des choses comme ça, mais ça a été accepté. C'est là que tu vois aussi la différence. Il est vrai que dans certains pays, dont certains États aux États-Unis, hypnothérapeute, c'est un métier à part entière. C'est reconnu en quelque sorte. Et il est vrai qu'en France, c'est souvent un outil en quelque sorte. Mais ça dépend des cultures et des pays aussi. Si, c'est beaucoup plus facile. Mm.
Alors, si tu veux bien, on va juste parler quelques instants de tes livres. Moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est celui-ci, celui qui va s'afficher. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir lu en France, La magie de nos masques. Je le conseille à tout hypnothérapeute, à toute personne qui s'intéresse à l'hypnose et même la psychologie et une forme aussi, bah, la spiritualité aussi, le développement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots de ce livre? J'écris ce livre simplement parce que ça montre une technique et la théorie qui la soutient. Et j'ai écrit ce livre parce que précisément quand j'ai commencé à travailler avec l'hypnose, ça fait déjà très très longtemps, 30 ans ou plus, 35. Et alors, il y avait beaucoup d'écrits, on disait, surtout aux États-Unis, que l'hypnose n'avait pas de base scientifique. Alors là-bas, j'ai pris quelques-unes de mes techniques, des techniques que j'employais le plus souvent, et pour exprimer quel était le soutien théorique, beaucoup de théories psychanalytiques qui étaient sous les techniques. Et je crois que ça a été très, très important. Si. Et c'était très, très important parce que ça a ouvert la porte à beaucoup de groupes et à beaucoup de choses. Regarde, Marc, je voulais te dire quelque chose. Avant de commencer à transmettre, et quand je te demandais de quoi il s'agissait, l'interview, tu m'as dit qu'il fallait connaître des aspects de ma vie en relation à ma manière de travailler. Laisse-moi te dire que je suis été interviewée par une psychologue portugaise qui habite en Suisse, s'appelle Diana Rodriguez. Et l'idée, c'était à travers ces interviews et que je parle de comment de différents concepts et manières de travailler viennent de ce que j'ai vécu. Et c'est un livre qui est en train qui va être très très joli. Je suis en train d'aimer beaucoup. Elle va donner le livre à Satas en février 2025. Et je crois que peut-être dans 2 mois, il sera publié. Ah, ça c'est une bonne Et nouvelle. un autre livre que peut-être va rentrer chez Satas à fin février ou mars, qui c'est une transcription, la première fois qu'on a fait comme ça, une transcription d'un séminaire que je donnais à Neuchâtel en Suisse et qui s'appelle Séminaire avec Teresa Robles. Et je voulais dire parce que ça a beaucoup à voir avec tout ce qu'on a parlé, mais je me rends compte que j'ai pas dit beaucoup de choses que dans ce livre que j'ai parlé avec toi. Et dans le livre, j'ai dit des choses de même époque que je n'ai pas parlé maintenant. Alors, C'est j'étais intéressant. en train de réfléchir à ça. Tu vas Et pouvoir peut-être retranscrire des choses d'aujourd'hui et prendre des notes pour la suite. le Euh, livre va s'appeler de Diana, Une vie des chemins ou ah, des approches. Je ne me rappelle pas. Teresa Robles, Une vie des approches ou des chemins. Je ne me rappelle pas. c'est joli. Et puis là, on va voir justement, ça c'est tous les autres livres que tu as écrits. Donc en tout, il y en a 5 pour l'instant, ou Non. il y en a plus? Et oui, il y en a plus, bien sûr. Il y a D'accord. 4, un, deux, trois. Il y a 3 manuels. Il y a Concerto pour 4 cerveaux. Il y a Réviser le passé. Oui. Il y a Pour continuer à cheminer dans la vie. Il y a il y a 7. Ah, il y en a 7 en tout. D'accord. Ah ouais, bah tu vois, moi j'en ai trouvé. Les 7 sont traduits en français? Oui, il y en a 7 à chaque. D'accord. D'accord. Bah, tu vois, moi, je connaissais que les 5 là. D'accord. Donc, j'irai voir les sept autres. On va bientôt arriver sur la fin. Oui. Euh, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui commencent l'hypnose? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, Qu'elle cherche un endroit
sérieux pour s'entraîner, parce que même si au Mexique c'est très ouvert, et c'était ouvert dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui travaillent d'une manière irrespectueuse et épouvantable. Et s'ils arrivent à un endroit dans lequel ils ne se sentent pas confortables, ce n'est pas un endroit qui c'est pour eux. Qu'ils cherchent un endroit où, en plus de la pratique, il y a la théorie. C'est important. Une théorie qui se reflète dans la pratique. Et à ceux qui cherchent un thérapeute, je leur dirais qu'ils connaissent les thérapeutes parce que nous, comme thérapeutes, et tous les êtres humains, nous transmettons nous autres ce qui nous sommes à travers nos neurones miroirs et les neurones miroirs des autres. Alors, il faut faire très attention que ce soit quelque chose, une personne qui soit éthique, cohérente, ouverte, parce que c'est ça qu'ils vont recevoir à travers quand on est en train de faire l'hypnose. Nos neurones miroirs sont en train de recevoir beaucoup plus de ce qu'il s'agit de la technique. On est en train de recevoir ce que le thérapeute est. Alors, il faut choisir le thérapeute par la personnalité du thérapeute et qu'il soit quelqu'un qui puisse admirer ou qu'il aime sa manière d'être. Surtout éthique, cohérente, et qu'il ait les caractéristiques qu'ils aiment. Et ça, ils peuvent se rendre compte dans la première séance. C'est des bons conseils, hein, pour tous ceux qui t'écouteront. Je sais qu'on va te retrouver bientôt en France pour une tournée au mois de juin. J'ai cru comprendre, tu seras pas loin de chez moi, tu seras à Annecy. Et après, Annecy, avec les congrès qu'organise Olivier Perrault, je ne sais pas si c'est Association française d'hypnose. Et après, je serai dans les congrès d'émergence début octobre. D'accord. Pour les pré-congrès, je crois que c'est un jeudi. Et après les congrès, les premières fins de semaine d'octobre. Et émergence en Suisse? Non, émergence en France. Ah, c'est en France. Ouais, je pensais que c'était à Paris, le congrès est à Paris. Ah oui, ouais, d'accord. Le congrès est à Paris. Et après, j'essaierai je suis en train de dire des endroits qui parlent français. J'essaierai à Liège. À Liège. Les troisièmes fins de semaine. Les troisièmes fins de semaine comment ça s'appelle? De novembre. D'accord. Bon, bah c'est bien. Les gens vont pouvoir te retrouver comme ça pendant le long de l'année 2025. Est-ce que tu as une question, est-ce que tu aurais aimé que je te pose une question que je t'ai pas posée? Bien sûr. Ah non, je te demandais s'il y avait une question que tu aurais aimé que je te pose. Non, très bien, tout est très bien. On a laissé défiler comme ça. Et j'ai beaucoup enjoui cette interview, cette séance. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Muchas gracias. Et puis, à bientôt, Teresa. Puis, une belle continuation dans l'apprentissage, dans tes diplômes, dans les livres que tu es en train d'écrire. Et puis, on sera bien sûr les premiers à les lire. À bientôt. À bientôt. Ouais. Adios. Ciao. Ciao.